que là, oui, on m'avait demandé aussi de noter la priorisation des interventions. La priorisation des interventions, alors là, c'est un exemple, parce que vous allez voir au slide suivant que ça dépend bien sûr de l'État. Mais la priorisation des informations, le point 1, bon, on l'a compris, mise en conformité, sécurité des armoires et supports. Point 2, rénovation des luminaires en mauvais état, vasque absente ou luminaire trop encrassé, etc. Point 3, remplacement des sources à appareillage, en dessous ou sur éclairement. 4, remplacement des luminaires à vapeur de mercure. Ça, on peut le mettre aussi en 1, comme vous voulez. Vapeur de mercure, c'est les moins efficaces, vous le savez très bien. Ça rejoint le point 5, rénovation des luminaires et sources non efficaces. Ça peut être pas efficace au niveau énergétique, mais ça peut être aussi mauvaise photométrie. Ils n'éclairent pas comme il faut, trop intense ou pas assez large ou pas assez profond, etc. Technologie non adaptée. Mise en place d'horloges astronomiques, alors ça, pas nécessairement, ça dépend de l'allumage à sélection. Rénovation des autres luminaires. Bon, ça peut être une priorisation d'intervention qui peut être donnée. Mais ça dépend du budget et du chiffrage. Parce que là, j'ai fait un petit exercice pour vous. J'ai pris une collectivité avec 5000 points lumineux, d'accord. J'ai considéré qu'il y a 15% de Hg, excusez-moi pour les termes chimiques, Hg c'est mercure. Vapeur de mercure, c'est Hg, excusez-moi. Donc c'est pas du tout efficace. 15% de Hm, je l'ai marqué en bas là, tout en bas du slide, vous voyez Hg, mercure haute pression, Hm halogénium métallique et SHP sodium haute pression. D'accord. Tout en bas un petit, au milieu du slide, il y a marqué ça. Allumé 4380 heures par an. OK, donc j'ai regardé, bon, avec ça, avec des hypothèses que j'ai notées en bas, donc les mercure 250 watts, iridium métallique 110 watts, sodium haute pression 150 watts, un rendement du luminaire que j'ai pris 60%, 70%, 75%, qui n'est pas déconnant, hein, c'est des valeurs pas déconnantes. Une efficacité lumineuse typique, 50 lumens par watt, 90 lumens par watt, 110 lumens par watt. Donc ça, c'est mes hypothèses de départ. Me permet de calculer sur ces 5000 points lumineux avec la durée d'allumage la consommation par an. Alors j'ai oublié de dire, la première ligne, c'est, je compléterai le tableau, c'est mercure. Deuxième ligne, c'est iodium, halogénium métallique. Troisième ligne, sodium haute pression. Donc j'ai par technologie, première ligne du tableau en haut là, tableau orange, 944 MWh, c'est la consommation pour mes lampes mercure, qui sont 15% du parc, donc c'est loin d'être la majorité. Pour 15% du parc, toujours le même nombre de lampes, mais les halogénium métalliques qui sont beaucoup plus efficaces, d'accord. Et on est sur une efficacité de 90 lumens par watt, donc sur des sources lumineuses beaucoup moins puissantes, on est sur une consommation beaucoup moindre. Pour les lampes sodium, donc c'est la dernière ligne du tableau orange, 2644 MWh, on est sur une consommation plus importante, mais c'est la majorité de mon parc. J'ai comparé par l'équivalent LED. D'accord. Alors le LED, j'ai pris des efficacités de LED 130 lumens-watt, je crois, avec un rendement du luminaire de 90%, enfin bon, etc. Je pourrais vous montrer les hypothèses. J'ai pris l'équivalent en LED classiquement, typiquement. Donc ça, il y a tout un tas de calculs derrière. Je vous montrerai au tableau Excel si vous voulez. L'équivalent de console LED, ça serait 228 MWh pour les mercures, 211 pour les halogènes métalliques et 1756 pour remplacer l'éclairage au sodium. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, bon, ben, ok, ça permet d'économiser, donc si je passe au LED, d'économiser de l'argent sur mes factures énergétiques. À 0,3 dinars d'été le kilowattheure, ça permet d'économiser 215 000 dinars en remplaçant mes lampes mercure, 61 000 en remplaçant mes lampes
halogène métallique et 266 000 en remplaçant mes lampes sodium. Donc, en remplaçant mes mercures, je gagne beaucoup plus d'argent, je fais beaucoup plus d'économies qu'en remplaçant mes lampes halogènes métalliques. Évidemment, parce que les halogènes métalliques sont beaucoup plus efficaces. Alors, on verra le coût de remplacement plus tard, mais l'efficacité énergétique de l'investissement, passé sur la dernière colonne du tableau orange, j'ai pris un ratio que j'aime bien, qui est les kilowattheures économisés par dinar investi. J'aime bien ce ratio parce que c'est l'efficacité de l'argent que j'investis dans mon éclairage public, puisque les kilowattheures, je les paie finalement. Et on voit que si on remplace le mercure, cet indicateur il est à 2,12 kWh par dinar investi. Si on remplace les lampes sodium haute pression, qui sont très efficaces, il est à 0,56. Donc vous avez un facteur 2. Ah ben oui, c'est un facteur 2 pile poil. Pile poil, oui. Voilà, donc, bon, priorité aux lampes mercure. Voilà, donc ça, c'est un tableau pour donner des ordres d'idées. Voilà, c'est bien sûr à affiner ce tableau. J'ai calculé, par exemple, le coût de remplacement des luminaires LED. J'ai pris, je ne sais plus combien d'euros le luminaire LED, 130, enfin un dinar, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai fait la conversion, bien sûr, de calcul, mais le coût de remplacement total par des luminaires LED sera le même pour halogène métallique et mercure, puisqu'il y a le même nombre. Je n'ai pas preuve que la puissance et le coût, hein, mais bien plus important pour les lampes sodium. Voilà, donc faites des travaux sur plusieurs années, parce que je ne sais pas si vous avez 2 millions, 200 ou 300 000 dinars à investir de suite sur votre éclairage public. Voilà. Alors, et c'est 5000 points lumineux, d'accord? On n'est pas sur une grosse collectivité non plus, hein. On m'a demandé aussi, dans cette partie audit énergétique, de parler du schéma directeur d'aménagement lumière. Ça, c'est une notion assez importante. J'aime pas trop le mot schéma directeur d'aménagement lumière parce il fait. Enfin, je trouve qu'il est assez imposant comme terme, schéma directeur d'aménagement lumière. Mais pour moi, c'est une démarche logique, tout simplement, à appliquer. Donc, le schéma directeur d'aménagement lumière, c'est une étude d'urbanisme lumière. Alors, urbanisme lumière aussi, ça peut faire peur, mais comment on va aménager la lumière dans sa ville? Il y a une réflexion sur l'aménagement de sa lumière, sur la façon dont on veut éclairer sa ville. Alors, on va définir par exemple le type d'éclairage qu'on souhaite selon le type de voie qu'on veut éclairer. Alors, les niveaux, on n'est pas forcé de respecter le niveau de la norme 13201, on peut aller plus loin. Je ne sais pas si on peut aller plus bas légalement en Tunisie, en France, oui, la norme n'est pas d'application obligatoire, mais voilà, donc avoir les niveaux. La couleur, est-ce qu'on veut une teinte de lumière très chaude qui ressemble aux lampes sodium, par exemple, haute pression, plus jaune? Est-ce qu'on veut une teinte plus bleutée, plus dynamique, plus vert, plus rouge? On a le choix. Le degré d'uniformité, le type de luminaire qu'on veut. Est-ce qu'on veut, sur ce type de voie, mettre des luminaires de style? On l'a vu sur les photos, par exemple, les luminaires de style. Ou est-ce qu'on veut des luminaires fonctionnelles? Donc, déjà, ça, voilà, parce que les luminaires, on les voit même en plein jour, hein, quand ils éclairent pas. La lumière que ça produit, ok, c'est pour la nuit, mais les luminaires, c'est un accessoire de la voirie, c'est un poteau sur la voirie qu'on voit en plein jour. Donc tout ça, ça donne une cohérence, ça facilite la lecture géographique de la ville. On va avoir un éclairage différent selon qu'on est sur des grandes artères, sur les boulevards, sur les rues transversales. On va définir son éclairage selon la typologie de sa ville. On peut adapter la luminosité aux besoins. Une voie change d'usage et d'exigence durant la nuit. Ça aussi, dans son schéma directeur, on peut
d'aménagement lumière, on peut le noter. C'est-à-dire cette voie, OK, ça permet de sortir par exemple des grands magasins, périphérie de la ville. Donc on va beaucoup éclairer, à la tombée de la nuit parce que tous les gens sortent des grands magasins, grands centres commerciaux à la périphérie de la ville. Mais à 1 heure du matin, il y a plus personne, évidemment. Tous les centres commerciaux sont fermés, les personnels sont plus là pour ranger, nettoyer et cetera, donc il y a plus personne, donc on peut baisser les niveaux lumineux. Voilà. Hem, Ça permet de programmer les interventions et les investissements à faire. Donc à travers le phasage des travaux à faire, à travers la maintenance, le plan de maintenance qu'on met en place, ça donne une identité à la ville. D'accord? À travers, l'éclairage de ces voies, mais aussi l'éclairage architectural, les monuments qu'on veut mettre en valeur, comment on veut les mettre en valeur, et cetera. Doit être en cohérence, ce schéma directeur d'aménagement lumière, donc, doit être en cohérence avec le plan de déplacement urbain et d'extension urbaine. C'est très important ça, parce que une voie, là, par exemple, dans une ville dans laquelle je travaille, les usages de la voirie peuvent changer, vont changer dans le futur parce que la ville a des volontés de changer certaines rues, de les rendre plus utilisées, pas, de rendre certaines rues piétonnes et cetera. Donc tout ça, ça doit être pris en compte dans son schéma directeur d'aménagement lumière puisque on a vu que les niveaux d'éclairement, sont en fonction des usages de la voie et cetera, ne fût-ce que ça, les couleurs, le type de luminaire à mettre et cetera. Prendre en compte les trames bleues, vertes et surtout noires pour l'éclairage évidemment. Alors les trames bleues, vertes et surtout noires, le slide suivant, je vais vous expliquer ce que c'est, mais c'est quelque chose, de très important à prendre en compte quand on met en place son éclairage. Ça permet donc là, par exemple, vous avez, alors là, c'est pas sur les trames, c'est sur les températures de couleur. Bon, je vous montrerai plus tard, mais ça permet de prendre en compte, les besoins écologiques de votre ville. Et les trames bleues, c'est, les rivières, en gros, l'eau quand elle coule, s'assurer que, sa rivière, elle peut couler, qu'il y a des trames, spécifiques pour le passage de l'eau, par exemple, dans la ville. Les trames vertes, c'est des corridors, biologiques. En gros, vous avez, une continuité, de zones, vertes dans la ville qui permettent aux animaux de se déplacer. Et les trames noires, c'est pareil, mais de nuit. Et les trames noires, c'est super important. Ça permet aux animaux de se déplacer parce que quand vous bon, j'en parlerai tout à l'heure. Je vous montrerai un slide. Alors, sur les températures de couleur, par exemple, ça c'est le schéma directeur, le plan lumière, de Bruxelles capitale en Belgique. Vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien en bas à gauche, les températures de couleur de 1200 Kelvin, de 1800 à 3000 Kelvin et 4000 Kelvin. Donc vous avez des températures de couleur selon la zone où vous vous trouvez dans la ville, sur le type de voirie. Vous voyez les grands axes, là par exemple, ils ont choisi de les mettre à 2200 Kelvin, ce que je pense être les grands axes routiers. Vous voyez ce qui est en orange foncé. Plus jaune, 2800 à 3000 Kelvin, ça sera plus les routes résidentielles principales. À 4000 Kelvin, un carrefour là, il y a comme pas 4000 Kelvin. Mais vous voyez, ils ont défini la couleur de la lumière en fonction de la typologie de la voirie. Par exemple, là, je vous ai montré aussi, toujours alors une étude que je fais, en cours sur un parc, d'éclairage public à Sousse. Donc j'ai voulu vous montrer cette photo d'une simulation de Dialux parce que ça retranscrit pas mal ce dont je vous parle, donc la conception de l'éclairage. Donc c'est pareil pour les voiries et de toute façon l'éclairage des parcs fait partie de l'éclairage public aussi. Hem, Vous avez ici donc, des trames d'éclairage qui sont définies et avec les différents luminaires que pour l'instant je préconise. Vous voyez pour éclairer ce parc 1, 2, 3, 4, 5, je, préconise 5 types de luminaires, pour un parc. Des luminaires pour les routes principales,
des luminaires sur les routes secondaires avec des bornes, avec des températures de couleur différentes, 2700 Kelvin pour les routes principales, 3000 Kelvin pour les routes secondaires. Pour la place centrale, avec un luminaire, vous voyez, plus ou moins de style. Sur les côtés aussi, luminaire de style, 2200 Kelvin, avec des bornes lumineuses, donc placées assez bas, pour éclairer le chemin aussi à 3000 Kelvin, pour mener à la place centrale. Vous voyez, bon, c'est juste un exemple avec une cartographie, donc là c'est en fausse couleur et c'est un luxe l'échelle, hein. Vous pourrez zoomer sur la présentation quand on vous la mettra à disposition, c'est un luxe l'échelle. Sur la trame noire, je vous ai promis de vous parler de la trame noire. Alors l'objectif c'est préserver ou recréer un réseau écologique propice à la vie nocturne. Alors là, je ne me suis pas permis de mettre un résumé de la définition officielle. La lumière générée par les systèmes d'éclairage pendant la nuit a de graves conséquences pour la biodiversité. Par exemple, les oiseaux et les insectes nocturnes se repèrent et s'orientent en fonction des étoiles ou de la lune, sont attirés par ces sources lumineuses artificielles et perdent leur repère. Au contraire, d'autres espèces comme les chauves-souris fuient la lumière. Ces stations constituent pour elles des barrières quasiment infranchissables qui fragmentent leur habitat. La présence de lumière artificielle perturbe également le cycle de vie des êtres vivants et notamment un effet sur la saisonnalité des végétaux. Certaines espèces, par exemple, quand ils vont voir une route éclairée, ils ne vont pas oser la traverser. Ils vont être repoussés par la lumière, d'accord. Certaines espèces, quand ils vont voir cette route éclairée, ben, au contraire, ils n'ont qu'une envie, c'est rentrer dans la lumière. C'est les insectes qui tournent autour des poteaux lumineux, par exemple, vous le voyez. Donc ça peut être des barrières pour certaines, ça peut être un piège pour d'autres, parce que ben, les voitures, elles vont arriver, poum, le chevreuil ou le sanglier, ben, dommage pour lui et dommage pour la voiture, et j'espère que le conducteur il arrive. Voilà, donc ça il faut faire attention à préserver des points de passage, des points de nuit, des corridors biologiques, et même, je vous dirais, même pour l'être humain, ça peut avoir des conséquences aussi. Et sur les végétaux aussi. D'accord, donc ça c'est, par exemple, à Rennes, le SDAL, schéma directeur d'aménagement lumière de Rennes, c'est la plage numéro 3, sur la trame noire. En blanc, les zones vivantes de nuit. En noir, les zones naturelles ou agricoles. En bleu-violet, on ne voit pas trop, mais en bleu-violet, zones de mutualisation. Vous voyez qu'il y a des corridors, des zones de trame noire qui sont préservées, des zones où il n'y a pas d'éclairage.